Bienvenue dans ton prochain Shift d'évolution, le podcast où chaque mot est une invitation à te reconnecter à toi, à ta vérité, avec ton cœur et avec compassion. Je suis Stéphanie Desharnais, accompagnante holistique, auteure et conférencière. Ici, on explore les transformations profondes, les élans du quotidien et les transitions de vie qui nous élèvent. Prépare-toi à ressentir, réfléchir et peut-être amorcer ton prochain shift d'évolution. L'être humain a tendance à juger, à porter un jugement, une étiquette sur une idée, un concept, sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un événement, sur la réaction d'une autre personne, parce que le cerveau est rassuré quand il peut mettre dans des petites cases, puis qu'il peut catégoriser et porter un jugement. Parce que ça vient aussi nous rassurer dans notre propre valeur, dans notre propre ego, de juger les autres et peut-être se sentir moins pire, se comparer en quelque sorte. Aujourd'hui, je te parle du jugement. Et c'est drôle parce que je veux que tu saches que l'enregistrement du podcast était dû il y a une semaine. J'avais une autre idée en tête, puis finalement, ça n'a pas donné. Il est arrivé un événement, j'ai écrit un article là-dessus, si jamais tu vas aller lire. Il y a eu le feu à l'école de mes enfants. C'était vraiment quelque chose, c'était vraiment une épreuve. Vraiment une épreuve pour eux. Tu sais, pour nous aussi, mais nous, on ne l'a pas vécu. En fait, on a juste eu à se réorganiser, on va dire, pendant 2 semaines, le temps que l'école réorganise le tout. Et oh my God, ils ont vraiment très bien géré tout ça. Fait que, bref, j'ai écrit un article de blog, tu peux aller lire sur mon site web, un article de blog à ce sujet-là. Tout ça pour te dire que j'ai été 2 semaines avec mes enfants, donc un peu plus difficile d'avoir le temps et l'espace pour dire j'enregistre un podcast et que j'ai pas de bruit à la maison, que je peux vraiment être concentrée, que j'ai pas de bruit de fond d'enfants qui courent, qui crient, qui écoutent la télé ou qui prennent une douche, qu'on entend l'eau d'un tuyau. Donc, c'est pour ça. Puis en même temps, je pense que c'était correct parce que j'aurais enregistré mon podcast parce que j'étais rendue à la date où je devais enregistrer un podcast, mais ça n'aurait pas été tant ressenti. Et là, depuis quelques jours, j'ai ce sujet-là dans le cœur, dans la tête. J'ai vraiment envie de vous partager par rapport au jugement. En fait, le jugement, je l'ai dit d'entrée de jeu, je veux qu'on porte pas de jugement sur notre propre jugement. C'est-à-dire, ne te juge pas, ne te critique pas parce que tu juges les autres. Je veux te rappeler que c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de protection qui est normal. Parce que le cerveau ne tolère pas l'inconnu, ne tolère pas le vide. Et le cerveau crée des milliards, je ne sais pas si c'est le bon chiffre, mais en tout cas, je vais dire des milliards, des millions, peu importe, crée d'infinies connexions de raccourcis mentaux. Parce que si notre cerveau prenait le temps d'analyser chaque information, chaque micro-situation qui se passe dans notre quotidien, on serait épuisé. C'est pas compliqué, on serait épuisé. Donc, notre cerveau vient créer des raccourcis mentaux pour faire des associations très rapides. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, je vais voir qu'il neige dehors, l'association va être « il fait froid », comme je vais sortir mes mitaines, je vois de la glace, automatiquement, je vais ralentir le pas, je vais faire attention. Ça se peut que c'était même pas de la glace finalement, mais mon cerveau fait un raccourci que s'il y a de la glace, c'est dangereux de glisser. S'il y a de la neige, il fait froid. Ça peut être des raccourcis mentaux. Je reviens sur l'événement du feu des enfants. Tu sais, je disais à certains parents, tu sais, ça se peut que vous ayez à faire face à justement des associations mentales inconscientes qui se sont créées à ce moment-là. Par exemple, votre enfant était en train de faire un casse-tête quand l'alarme de feu a sonné. Ça se peut que la prochaine fois qu'il fasse un casse-tête, il y ait un petit moment de stress qui s'active parce que l'inconscient est venu créer un ancrage, un raccourci mental de dire le moment où tu faisais un casse-tête et tu étais en mode relax et détendu, il y a un danger qui est survenu. Tu as dû être en mode alerte automatiquement. Fait que, tu sais, si on pense à des gens, puis là, je parle du feu à l'école, mais tu sais, ça peut être, vous avez vécu des traumas, des blessures dans votre vie, des enfants qui ont vécu de la violence conjugale, la violence familiale. Tu sais, il y a des ancrages, des raccourcis mentaux qui se sont créés de façon inconsciente
Et plus on tape ce raccourci-là, plus on recrée cette association-là inconsciente, plus le raccourci vient automatique. Fait que si à chaque fois que ton enfant fait un casse-tête, il arrive un événement traumatisant, il sursaute, c'est la bagarre dans la maison, tu sais, je te mets ça à l'extrême, il fera peut-être plus jamais de casse-tête parce qu'il va associer inconsciemment que si je fais un casse-tête, il y a quelque chose qui éclate, il y a un danger, je suis en mode survie. Donc, c'est vraiment comme, c'est vraiment comme des raccourcis mentaux, c'est comme ça qu'on les explique. J'avais déjà entendu une recherche. Il y a des gens qui ont fait une recherche une recherche expérimentale où est-ce qu'ils ont fait venir plein de personnes, de témoins, et ils montraient des images de personnes et ils devaient associer, par exemple, à quelle profession la personne pouvait correspondre. Il y avait comme d'autres associations, là. Je ne me rappelle plus de toutes, mais ça m'avait vraiment marqué. Donc, par exemple, il y avait une image d'une femme dans la trentaine, habillée avec des vêtements plus colorés et un très, très grand sourire. Et il demandait à quelle profession tu penses qu'elle fait? Et là, les gens disaient, ah ben, elle doit être éducatrice en garderie, elle doit être enseignante, elle doit travailler avec les enfants, tu sais, parce qu'elle dégageait comme une énergie plus maternelle. Après ça, il montrait, par exemple, une personne racisée, donc une personne, par exemple, de race noire qui était habillée, donc petite chemise à carreaux et tout ça, tu sais, puis, ah ben, il est probablement chauffeur de taxi, il travaille, tu sais, dans les services publics, des choses comme ça. Une personne, un homme avec une barbe pas très taillée, là, tu sais, comme un peu ébouriffée, tout ça, avec un chandail un peu sale. Il doit travailler dans le domaine, tu sais, de la construction, des choses comme ça. Une femme en tailleur, en habit, elle doit être avocate, elle doit être femme d'affaires. Donc, il y a des jugements qui se créent, des associations automatiques parce que probablement que dans notre vie, on a été programmé, on a vu à la télé des femmes d'affaires en habits, cravate, en veston. On les a associées au monde judiciaire, au monde d'affaires, au monde peu importe, de plus haut gradé. Tandis que des gens qui étaient habillés de façon plus justement plus casanière, plus sale, trouée, tout ça, ben ça, c'est des gens comme de telle classe financière. Donc, tu sais, on les associe dans ces cases-là parce que c'est ce que le discours que nos parents ont tenu, c'est ce qu'on a vu peut-être à la télé, dans les journaux, dans les médias, c'est ce qu'on a vu dans la réalité aussi, tu sais, veut pas. Puis, j'enlève pas le fait que, en effet, ces gens-là ont un certain profil, une certaine personnalité, puis c'est pas faux. Tu sais, souvent, on va faire ces associations-là et c'est vrai. C'est vrai au final que cette fille-là, ben, elle travaillait dans un CPE, dans une garderie ou à l'école, dans une école primaire. Parce qu'on dégage quand même quelque chose. On dégage une énergie dans la façon qu'on se tient, qu'on s'habille, qu'on parle, qu'on se comporte. On dégage quelque chose et notre cerveau vient faire plein d'associations quand on parle avec une personne, qu'on est en contact avec une personne, parce que, comme je dis, ça serait tellement long qu'il traite toutes ces micro-informations-là, qu'il va créer plein de liens pour catégoriser cette situation-là. Fait que ça, c'est la première forme de jugement, j'ai envie de dire, qui est vraiment pour, des fois, qui n'est pas pour mal faire. En fait, bon, je répète ce que je viens de dire, pour moi, il n'y a jamais aucun jugement qui est pour mal faire. Tout part toujours d'une bonne intention. Dans le sens où, si tu as jugé une personne, que tu l'as mis dans une case, que tu l'as catégorisée, c'était pas pour mal faire, c'était pas avec une mauvaise intention, c'était pour te faciliter la tâche d'analyse. C'était pour te rassurer parce que inconsciemment, tu dis, hey, moi, j'ai pas ce look-là, j'ai pas cet habillement-là, je ressemble pas à ça, mais je considère que je suis quand même pas pire, que je suis quand même une bonne personne, que j'ai quand même une bonne job. Fait que, oui, la femme d'affaires, elle a l'air d'avoir un veston, mais probablement, tu sais, que ses parents ont bien de l'argent. Puis que c'est grâce à son père qui est juge qu'elle est rendue avocate. Donc, c'est pas pour mal faire, c'est pas une mauvaise intention, c'est pour te rassurer toi. Donc, c'est ça. Fait que les formes de jugement qui sont là partent de mon bagage de vie, partent de ce qu'on m'a appris. Donc, ça peut être ce qu'on m'a appris comme consciemment, mais aussi ce que je porte inconsciemment, le bagage générationnel de mes parents, que mes parents portent.
mes valeurs, ma personnalité. Tout ça vient influencer, teinter ma perception d'une personne, ma perception d'une situation, d'un événement, d'un contexte, ma perception de la réaction, du comportement d'une autre personne. Maintenant que ça c'est dit, dans la vie, l'humain a tendance à juger. Et ce, très rapidement. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que ça t'arrive, toi, de prendre conscience que tu es en train de juger une personne? Et si oui, quand tu en prends conscience, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te ramènes? Est-ce que tu restes dans ce jugement-là? Est-ce que tu partages ton jugement avec une autre personne pour peut-être venir valider ce que tu penses? C'est quoi ta façon de réagir quand tu prends conscience que tu es en train de juger? Pour moi, une des valeurs hyper importantes, c'est la compassion. Je trouve que depuis que je suis toute petite, je me suis beaucoup portée à la défense des gens. Je me rappelle, en fait, quand j'étais au secondaire. Quand j'étais au secondaire, excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Quand j'étais au secondaire, je me rappelle, j'ai un événement précis en tête. Deux événements qui me viennent en ce moment, en fait. Un événement où il y a 2 nouvelles élèves qui viennent d'arriver dans notre école, dans notre programme. On les accueille. Raccourci mentaux, très, très clair, parce qu'on en a une qui n'a pas un physique très, très... très joli, là. Une personne avec des dents un petit peu plus croches, des lunettes, comme un habillement plus... c'est ça, plus justement, des vêtements comme plus sobres, plus... je sais pas, comme un peu d'une autre époque, des cheveux comme plus ébouriffés, et l'autre personne avec du linge de sport au goût du jour, des beaux cheveux, un beau visage, beau sourire. Bref, elle avait vraiment comme... Déjà au premier regard, on peut catégoriser ces personnes-là dans une classe sociale. Et donc, qui a envie d'être ami avec une personne qu'on sait qui risque de se faire intimider? Pas grand monde. Et c'est ça qui est triste. Dans les cas d'intimidation, j'ai travaillé longtemps sur les sujets d'intimidation dans les écoles primaires et secondaires. Et souvent, c'est triste à dire, mais les victimes ont un certain profil de victime. Et je dis pas qu'elles le cherchent, je dis pas que c'est de leur faute, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que les victimes d'intimidation sont souvent, pas toujours, mais sont parfois et souvent des personnes qui ne vont pas nécessairement s'affirmer, qui vont pas prendre leur place, qui vont plus avoir tendance à s'effacer, à s'isoler, à se refermer, une personne qui va avoir très peu d'amis, donc plus isolée socialement, qui a peu de capacité à se défendre, peu de confiance en elle. On s'entend que les intimidateurs ne vont pas s'en prendre à un kingpin de l'école qui a full confiance, qui a un super gros cercle d'amis et qui risque de se défendre, de prendre position et de ne pas se laisser affecter. Donc, c'est typique, là, tu sais. Je pourrais vous parler du profil des personnes qui commettent l'intimidation aussi, là. Ces personnes-là aussi ont un certain profil et ça cache plein d'insécurités, on va se le dire aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est, dans ce contexte-là, on a 2 élèves qui viennent d'arriver. La majorité des élèves de la classe s'en vont vers la fille qui a de l'air super belle, qui s'habille bien, qui parle bien, qui s'exprime bien, qui va au-devant des gens. Et moi, je suis comme portée, je regarde avec mes amis, puis je me dis, pauvre elle vient d'arriver, puis comme la moitié de la classe, le 3/4 de la classe est vers l'autre élève, on va-tu la voir? On est allé voir cet élève-là pour l'accueillir, lui demander si elle voulait se joindre à nous aux récréations, si elle voulait qu'on l'aide à faire le tour de l'école pour voir son ou les locaux. Et par mécanisme de défense, cette personne-là s'est bloquée parce que probablement qu'elle avait peut-être vécu des situations dans sa vie, je n'y ai pas demandé, elle s'est fermée en se disant probablement qu'il me niaise et qu'il rit de moi. J'ai pas envie d'être blessée, fait que je vais refermer la porte tout de suite. Donc, elle nous a un peu reviré de bord très sec, puis on s'est dit, ben voyons, tu sais, comme... C'est pas une bonne façon de se faire des amis. Aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, je le comprends. Je comprends pourquoi elle a probablement réagi comme ça. J'étais pas dans sa tête, j'y ai pas demandé pourquoi, mais je peux imaginer, je peux me faire des hypothèses de pourquoi elle agit comme ça. Fait que première catégorisation, où est-ce que, pour moi, c'était important de ne pas avoir de jugement sur cette personne-là. Je suis allée vers elle directement. Deuxième situation que je me rappelle, c'est un élève qui se faisait carrément... en tout cas,
c'est dans cet événement-là. Je peux pas dire que c'est de l'intimidation, mais il était souvent comme la proie, on va dire, des autres qui se pensaient cool, là. Et je me rappelle de cet événement-là où est-ce que l'élève est comme dans un coin entre l'armoire puis le mur, puis les autres gars s'amusent à le frapper pour le fun, tu sais, comme, parce que c'est des gars, parce qu'ils trouvent ça drôle, puis bon. C'était pas une grosse bataille, là, tu sais, ils saignaient pas, mais comme, juste pour dire que, tu sais, on a le contrôle, on te pogne dans le coin, puis on donne des petits coups, puis tu sais, comme, pour un peu affirmer leur supériorité, j'imagine. Puis pour moi, c'était vraiment comme inacceptable, puis tu sais, c'était un moment où est-ce que l'enseignant n'est pas dans la classe, là, je vous rassure, là, l'enseignant n'aurait pas laissé ça aller. Puis je me suis revirée de bord, puis j'ai dit « Hey, c'est beau les gars, là. » Tu sais, comme, je pense qu'il a compris. Puis ils l'ont lâché, puis, tu sais, l'autre garçon qui a comme vécu ça m'a comme regardé en me remerciant cette fois-là. Fait que puis tu sais, je pourrais vous en nommer plein, là, on dirait qu'il y en a plein qui me viennent. Tu sais, j'ai un ami qui s'est déclaré homosexuel au cours, à la fin du secondaire, je pense, et on était rendu au cégep. Pour moi, de me porter quand j'entends des propos racistes, homophobes, ça vient tellement me chercher parce que je me dis, on est qui pour juger ces personnes-là? Je suis qui, moi, pour porter un jugement sur la réaction de cette petite fille-là qui m'a reviré de bord, qui nous a reviré de bord, alors qu'on était très bien intentionnés puis qu'on voulait juste l'intégrer dans notre groupe? Je suis qui, moi, pour porter un jugement sur la personne qui commet de la violence conjugale? Là, je vais loin dans mes exemples, OK? Je suis qui, moi, pour porter un jugement sur la personne qui a des comportements pédophiles? Je suis qui pour porter un jugement sur un parent qui décide d'abandonner ses enfants? Je suis qui pour porter un jugement sur une personne qui commet un acte de suicide? Je suis qui pour porter un jugement? Parce que je te rappelle que je vais porter un jugement en fonction de mes valeurs, de mon bagage de vie, de mes croyances, de mes apprentissages, de ma personnalité, de qui je suis. Je ne suis pas dans sa situation. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord? Est-ce que ça veut dire que j'accepte, que j'endosse ces comportements-là? Est-ce que ça veut dire que j'appuie ces comportements-là, ces réactions-là, ces actes-là? Pas nécessairement. Fait que je veux faire vraiment la nuance, la distinction entre porter un jugement et endosser, être d'accord, appuyer. Pour moi, porter un jugement, c'est dire « elle n'a pas raison d'agir comme ça ». C'est de critiquer. Ça le dit, c'est un jugement, c'est de juger. Même les juges, c'est drôle, là, ce qui me vient, c'est ça, là. Je vous le dis, à mon épisode d'aujourd'hui, il est comme vraiment pas préparé. Ça se fait que j'aille dans tous les sens, je m'en excuse. Même les juges sont ceux qui vont porter des jugements. C'est les seules personnes, je pense, qui sont autorisées dans la vie, dans la société, à porter un jugement sur une personne. Et encore là, on dirait que je me dis, ils n'ont pas toutes les informations parce que, oui, ils entendent des témoins, il y a des preuves, ils entendent, ils lisent l'histoire un peu, tu sais, comme, ils ont accès à plus d'informations. Mais le juge qui va prendre une décision va se baser, de un, c'est un jugement qui est très légal et non un jugement moral. Le juge va porter un jugement légal sur l'acte. Est-ce qu'on est dans les critères de la commission de l'infraction? Est-ce que c'est hors de tout doute raisonnable? Est-ce que, tu sais, comme, il y a plein de critères sur lesquels il va se baser pour juger, mais il va juger légalement d'un acte criminel. Si on est dans le jugement moral, je pense qu'il n'y a personne qui peut porter un jugement moral parce qu'on n'est pas dans la peau de la personne. Toute ma vie, ça a été super important pour moi, je l'ai dit tantôt, d'incarner cette compassion-là. Et dans mon travail d'intervenante, c'est d'autant plus important. Parce que pour moi, c'est important que mes clients, que les gens que je côtoie, sentent que je ne juge pas leur façon de faire, leur façon d'être, leur comportement, leur réaction. Parce que je pense qu'on est assez bon pour s'auto-juger nous-mêmes. Fait que des fois, j'ai des parents qui me parlent de leur réaction de parents, puis que j'ai pas besoin de leur dire que c'était inadéquat leur façon de réagir. Ils le savent, ils le sentent en dedans d'eux, tu sais. Puis de toute façon, je suis qui, moi, pour juger ça?
j'étais pas dans tes souliers à ce moment-là, j'ai pas le bagage de vie que toi tu portes, j'ai pas les traits de personnalité que toi tu as, j'ai pas la tolérance que toi tu as. On est tous différents, on est tous uniques. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'incarner cette compassion-là. Et ce que j'ai envie de t'amener aujourd'hui dans la réflexion, c'est quand tu sens que tu juges une personne, un comportement, une situation, un événement. Ça peut être que tu lis une nouvelle, tu lis un article dans le journal, t'écoutes une nouvelle à la télé. Récemment, il y a eu le Super Bowl, il y a eu le spectacle de Bad Bunny qui était là, qui a été très médiatisé, très critiqué parce qu'avec toutes les tensions politiques, puis moi je te dis, je suis pas tant ça, la politique, puis ce qui se passe dans le monde, fait que j'étais pas trop au courant. C'est vraiment après le Super Bowl que j'ai été au courant de tous les enjeux politiques sous-jacents à ça. Donc, c'est sûr que en fait, je t'énonce cet événement-là parce que, justement, il y a eu plein de jugements, puis là, ben, on peut comme juger, critiquer ce qui a été dit ou fait à ce spectacle-là ou par d'autres autorités politiques comme Donald Trump, puis tout ça. Fait qu'on peut porter notre propre jugement. Mais ce que je veux dire, c'est toi, quand tu as tendance à porter un jugement sur des choses comme ça qui sont extérieures à toi, que ce soit, comme c'est ça, quelque chose qui se passe dans le monde, dans ton environnement, ça peut être dans ton environnement à toi aussi, dans ton environnement personnel. Comme par exemple, ça peut être, tu sais, que, je sais pas moi, au travail, il se passe une situation, une tension entre deux collègues. Ça peut être dans ton environnement familial. Donc, par exemple, ton conjoint, ta conjointe, tu sais, qu'il y a des réactions, puis tu te dis comme, pourquoi il y a des réactions de même, ça gosse, tu sais, comme tout en négatif, tout en pessimiste, ça m'énerve, tendance à réagir comme sous stress rapidement, tu sais. Fait que ça peut être comme des situations comme ça qui se passent dans ton environnement direct, dans l'environnement planétaire, peu importe. C'est quelque chose qui est extérieur à toi et automatiquement, je te le dis, c'est sûr que ton cerveau va risquer de faire des jugements, de porter des jugements. Fait que j'ai envie de te poser la question, si tu penses à les derniers jours, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, est-ce qu'il est arrivé des situations, soit dans le monde, aux nouvelles, peu importe, ou dans ton environnement plus proche, est-ce qu'il est arrivé des situations où est-ce que tu as senti que tu as porté un jugement? Que tu as comme un peu critiqué ça? Que peut-être ça faisait pas de sens pour toi, fait que tu as émis un jugement, une critique sur cette personne-là, sur cette situation-là, cet événement-là. Et là, je veux juste que tu t'observes sans te juger toi-même. Parce que ça, c'est un autre aspect du jugement. On a tendance à se juger soi-même. C'est vrai, pourquoi je fais ça? Je suis bien conne de dire cette affaire-là. Je suis donc bien nounoune de penser ça. Ou, pourquoi je pogne tout le temps les nerfs de même? Je m'haïs quand je fais ça. C'est-tu des choses, des fois, que tu dis aussi peut-être à toi? Un jugement que tu portes sur toi. Je suis donc bien pas une bonne mère. Je suis donc bien pas un bon père. Je m'en veux d'avoir réagi comme ça. J'ai envie ici de t'amener un changement de perception. OK? J'ai envie que tu te dises pourquoi cette personne-là, elle a réagi comme ça. Au fond, pourquoi cette situation-là se produit? D'un point de vue là, très, très neutre et objectif. Si je me détache de la situation, si je me détache de mon propre regard, si je mets la paire de lunettes de cette personne-là, puis que j'essaie de voir la situation avec sa perception à elle, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'elle a réagi comme ça? Qu'est-ce qui peut expliquer que mon conjoint, ma conjointe soit donc bien pessimiste comme ça? Qui ait tendance à voir le négatif des choses? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que mon collègue de travail soit autant stressé que ça? Ou qu'il reprenne le travail de toutes les autres? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Rapidement, je pense que tu vas aller voir que dans ces réactions-là, de ces personnes-là, dans ces événements-là, il y a quelque chose de plus doux, j'ai envie, qui vient du cœur. Si tu ouvres ton champ de perception,
puis que tu changes ta façon de voir ça. Si j'étais restée à me dire, voyons, cette fille-là, elle est donc ben bête, elle, de pas, de nous parler comme ça, plutôt que de me dire, elle a peut-être été vraiment ébranlée par le départ de son autre école. Elle avait peut-être pas beaucoup d'amis, elle a peut-être vécu de l'intimidation, puis elle a peur que ça se reproduise. Fait qu'elle a l'impression qu'on va la niaiser, tu sais. C'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Mon conjoint, ma conjointe, peut-être que par le passé, il y a eu plein de situations où est-ce qu'il y avait beaucoup d'attentes, puis finalement, il a été déçu. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tendance à voir le négatif dans tout, parce qu'il se dit, ça donne rien d'espérer. Chaque fois où j'ai espéré, ben au final, ça s'est retourné contre moi, puis j'ai été déçue. Fait que je préfère pas m'attendre à rien, puis juste chialer puis voir le négatif. Ce collègue-là qui a tendance à vouloir juger puis critiquer le travail des autres, ben peut-être qu'il essaie justement de se rassurer parce qu'il remet en doute puis en question son propre travail. Fait qu'en faisant ça, ben il vient se rassurer pour dire ben je suis pas toute seule à faire des erreurs, elle aussi a fait une erreur là-dessus, puis de toute façon lui il est vraiment pas rapide, fait que même si moi je prends un petit peu plus de temps pour faire les choses, c'est pas si pire que ça. Cette personne-là qui fait de l'intimidation, peut-être que dans plein de situations de sa vie en ce moment, elle se sent pas en contrôle, puis c'est sa façon de trouver le contrôle. Peut-être qu'il se passe des choses à la maison qui font que c'est difficile pour lui, pour elle, puis que c'est sa façon d'extérioriser ça aujourd'hui, de reprendre un peu le contrôle. J'ai accompagné mon Dieu, je pourrais pas, des centaines, quasiment des milliers de personnes depuis mes 15 ans d'intervention. Puis chaque fois, je me posais la question, ben peut-être pas chaque fois sur le coup, parce que je te rappelle, je suis humaine, puis j'ai aussi appris, puis j'ai évolué à travers ça, mais de plus en plus, quand je suis face à un comportement, une réaction, je me questionne. J'ai travaillé même avec les adolescents contrevenants, puis je me questionnais à me dire, qu'est-ce qui a amené la personne à avoir ces comportements-là? Qu'est-ce qui l'a amené à commettre un abus? Qu'est-ce qui l'a amené à commettre des voies de fait, des vols, à proférer des menaces? Puis souvent, là, ça me ramenait dans mon cœur pour me dire, cette personne-là, elle est humaine. Est-ce que j'endosse le comportement? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que j'approuve? Est-ce que moi, j'aurais réagi de la même façon? Non, ça veut pas dire. Mais est-ce que je peux me permettre de juger la personne puis de dire c'est un esti de criminel, c'est un esti de chien sale parce que il a fait ça, 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 ça. Mais je peux pas juger à ce point-là, non? Je pense pas, en tout cas. Ça, c'est ma croyance. Je pense pas que je peux juger. Et quand je pense à des parents qui ont justement peut-être, ben pas juste des parents, à des proches qui ont perdu d'autres proches suite à un acte criminel, oui, je peux reconnaître que vous êtes dans votre colère, dans votre frustration, dans l'injustice, dans tellement, tellement de ressentiments, puis que c'est difficile d'avoir un regard doux sur la personne qui a commis le geste, puis de changer notre perception. Oui, on est dans le jugement, puis dans la critique, puis c'est normal. Faut respecter aussi le temps que ça peut prendre pour nous amener à se détacher de l'émotion, de l'événement, à se détacher de notre premier regard, de notre première perception de la situation. Quand on n'est pas impliqué émotivement, c'est beaucoup plus facile de changer notre perception, je vous l'accorde. Mais quand on arrive à faire ça, quand on arrive à changer notre façon de voir qu'est-ce qui nous arrive aussi, parce que je peux être en crise contre tout ce qui m'arrive. Je peux être fâchée de me dire « Pourquoi je ne suis pas encore rendue là? Je travaille tellement fort pour avoir ça, puis finalement, je ne l'ai pas. Pourquoi je réagis encore comme ça? Il me semble que je fais tous les changements qu'il faut pour changer ma façon de réagir, justement. » Ben, si je change ma façon de voir la situation, puis que je me dis « Hey, en ce moment, je suis exactement là où je suis supposée être. Hey, il y a 5 ans, j'avais d'autres réactions que ça. Ça démontre que j'ai quand même déjà cheminé. Même si je suis pas encore là où je voudrais être, je suis vraiment ailleurs qu'il y a 5 ans, 2 ans, 1 an. Fait que si je change ma façon de voir les choses, mon jugement, il est beaucoup moins là, je pense. En tout cas, il est beaucoup plus tourné vers la compassion. La compassion pour moi, puis la compassion pour les autres. Puis c'est vraiment, là, ça c'est une lignée, là, une ligne directrice pour moi. Quand je travaille avec les gens, mes clients, je les amène à voir pourquoi tu penses que l'autre a réagi comme ça.
Qu'est-ce que tu as à apprendre de cette situation-là? Comment tu peux reprendre ton pouvoir sur ce qui t'arrive? Comment tu peux changer ton regard pour être moins dans la résistance, être moins dans le ressentiment, puis être plus dans l'accueil de ce qui arrive en ce moment? Et je termine là-dessus. Je termine sur une situation, une émission. J'ai écrit aussi un autre article de blog. Tu iras voir sur mon site, j'ai plein de beaux blogs pour ça. J'ai un article de blog que j'ai écrit sur l'émission V-Drive. Moi, je suis le genre de fille qui écoute Occupation Double, puis qui écoute des émissions comme V-Drive, où est-ce qu'on voit des femmes millionnaires nous faire état un peu de leur vie, de leur mode de vie de millionnaire. Et quand je disais ça aux gens, autant même mon chum jugeait ça, j'ai plein de gens qui faisaient comme « Ah, pourquoi t'écoutes ça? C'est tellement vide de sens. » Puis là, je leur disais « Mais est-ce que tu as écouté la série? Est-ce que tu l'as écoutée? » Avant de dire que c'est une émission qui est vide de sens, avant de dire que c'est des gens qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de cœur, qui sont superficiels, Avant de juger, là, est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu t'es mis quelques instants dans leur posture, dans leur position? Est-ce que tu penses que ces personnes-là agissent avec une mauvaise intention? Pourquoi, au fond, tu portes ce jugement-là? Qu'est-ce que ça vient déranger chez toi? Est-ce que tu as l'impression que ça vient renforcer la croyance? Parce que tu as l'association, en fait, que une personne millionnaire, c'est parce que c'est un escroc, parce que c'est une femme qui se fait vivre sur le bras de son chum, parce que elle est chanceuse, elle avait des parents fortunés, elle a gagné à la loterie. Est-ce que c'est parce que ça vient te dire que toi, tu n'auras pas accès à ça, que toi, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le mérite d'avoir accès à ça? Est-ce que ça te place dans une posture d'envie, de jalousie, d'injustice? Qu'est-ce qui amène ce jugement-là? Qu'est-ce que ça vient réconforter chez toi ou rassurer? Puis je vous le dis, là, vous irez voir mon article de blog. J'ai écouté cette émission-là et j'ai tellement découvert une sororité des femmes aux valeurs profondes, à l'entraide, au partage, à la collaboration, la contribution. Ces femmes-là donnent beaucoup à la communauté, redonnent beaucoup à leurs proches, très généreuses. C'est des femmes intelligentes qui ont, comme je l'ai dit, des super belles valeurs et qui, oui, peuvent bénéficier de super belles ressources financières et matérielles pour accomplir ce qu'elles veulent accomplir. Et même si c'est une personne, il y en a une dans l'émission, que c'est son ex-conjoint qui était fortuné puis qu'elle a hérité en quelque sorte, tu sais, de toutes ces ressources-là parce que, tu sais, ils ont un enfant ensemble, donc il y a quand même encore une entente de collaboration, de contribution. Même si ça vient d'une autre personne, cet argent-là, est-ce que je peux me permettre de la juger puis dire, ben oui, mais elle a le facile, là, tu sais, comme c'est l'autre qui paye tout pour elle, puis non. Je suis qui, moi, pour juger ça? Qu'est-ce qu'elle fait de cet argent-là? Ça y appartient. D'où est-ce qu'elle vient, cet argent-là? Ça y appartient. Pourquoi ça vient me déranger tant que ça? J'ai un autre exemple que je sens que j'ai besoin de te partager. J'ai un parent que j'ai accompagné quand j'ai travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'ai un parent que j'ai accompagné qui a décidé de mettre fin au contact avec ses enfants, a décidé de couper complètement les contacts. Et malgré ce que tout le monde disait autour, dans le réseau, dans son entourage, tout le monde lui disait « Tu peux pas faire ça. As-tu pensé à tous les impacts que ça va avoir sur tes enfants? Le fait que tu es en train de détruire la relation que tu as avec eux. » Et ce parent-là, quand je l'ai appelé pour prendre état de la situation et tout ça, puis ce parent-là me dit « Stéphanie, quand mes enfants sont chez l'autre parent, je sais que ce parent-là parle contre moi et craint mes enfants contre moi. Quand mes enfants arrivent chez moi, je suis témoin de leur conflit de loyauté. Ça vient me chercher. J'ai tendance, moi aussi, à embarquer dans ce pattern-là de vouloir comme me défendre, fait que là, me justifier, puis là, des fois, rejeter la faute, le blâme sur l'autre parent. Fait que ça maintient mes enfants dans ce conflit-là. Fait que j'ai trouvé que la meilleure solution pour éviter de faire vivre ce conflit de loyauté-là à mes enfants, c'était d'arrêter de les voir. J'ai déjà essayé plein de choses avec l'autre parent, mais je prends conscience que si mes enfants ne me voient plus, l'autre parent n'a plus de gaz pour alimenter le feu. Ne peut plus alimenter la haine. En fait, il va peut-être l'alimenter, mais il n'y a plus d'éléments pour aller continuer dans cette haine-là. Puis
maintenir mes enfants dans ce conflit-là. Oui, je suis consciente que mes enfants vont peut-être vivre dans cette image-là de moi que je suis un parent qui les a abandonnés, puis qu'ils vont peut-être me détester, puis tout ça. Mais pour éviter de leur faire vivre ça, j'ai pris cette décision-là. Puis je me rappelle que j'ai nommé à ce parent-là, j'ai dit, je comprends vraiment ton intention. Je comprends que ton intention, elle est bonne. Puis qu'à ce moment-là, tu as pris cette décision-là parce que, avec toutes les informations que tu avais, en fonction de ton bagage de vie, de tes valeurs, de ta personnalité, de tes croyances, tu as jugé que c'était la meilleure décision pour toi et pour tes enfants. Je suis qui, moi, pour juger ça? Puis je me rappelle que ce parent-là m'a dit, t'es la première personne qui me dit qu'elle me comprend. Tous les autres cherchent à me dire que c'est pas une bonne décision, puis que ça va vraiment impacter mes enfants. T'es la première qui me dit, qui me juge pas, puis que tu comprends ma décision. Je répète, est-ce que je suis d'accord avec sa décision? Est-ce que j'endosse sa décision? Est-ce que j'aurais agi de la même façon? Pas nécessairement. Mais est-ce que je peux me permettre de juger sa décision? Je pense pas. Fait que pour moi, l'épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment ça. Ce que je voulais t'amener comme réflexion, c'est quand tu prends conscience que tu juges le comportement d'une personne, que tu juges de quoi elle a l'air, que tu juges une situation externe à toi, ou encore que tu juges toi, que tu te juges toi, comment toi tu réagis, essaie de te rappeler pourquoi cette personne-là, tu penses qu'elle réagit comme ça. Pourquoi cet événement-là est présent puis vient m'activer? Pourquoi je me sens déclenchée? Pourquoi ça vient activer une réaction chez moi, cette situation-là, cette émission-là, cet article de journal-là, cette personne-là? Pourquoi elle vient autant me chercher que ça? Parce que de la juger, ça vient juste rassurer quelque chose à l'intérieur de moi. Ça vient renforcer une croyance, ça vient me rassurer que je suis pas si pire, ça vient me rassurer mon ego. Mais c'est pas aidant de juger. Parce que si je me maintiens dans le jugement, je suis pas connectée au réel apprentissage que je dois faire de cette situation-là, j'ai envie de dire. Fait que qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là? Puis si je te dis là, si tout le monde pouvait, quand il sent qu'il juge, qu'il commence à porter un jugement, si on était tous en mesure de prendre une distance, de se poser des questions, de changer notre façon de voir la personne, l'événement, la situation, et pour se ramener dans notre cœur et être plus dans la compassion, my God, le monde se porterait tellement mieux. J'aime pas toujours amener les préceptes de la Bible, mais là, j'en ai un qui me vient, tu sais, quand on dit « aimez-vous les uns les autres ». Quand je porte un jugement sur une personne, je suis pas dans l'amour. Quand je porte un jugement sur moi, je suis pas dans l'amour de moi. Fait que j'ai envie aujourd'hui, peut-être pour les prochains jours, si tu en as envie, de, quand tu observes que tu portes un jugement sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation, fais juste prendre un peu de distance, un peu de recul, puis demande-toi pourquoi tu as tendance à porter ce jugement-là. Qu'est-ce que le fait de porter ce jugement-là, qu'est-ce que ça vient t'apporter? Qu'est-ce que ça vient nourrir, rassurer chez toi ou renforcer comme croyance? Et comment tu peux changer ta perception de la situation ou de la réaction de la personne, tout simplement. Et si tu sens que tu as plus de difficultés à faire ça, à changer ta perception des autres, de ce que tu vis, puis que tu as envie d'être moins dans le jugement et d'être plus dans ton cœur, dans la compassion, écris-moi parce que c'est ma zone de génie. J'adore aider la personne à faire un shift, à créer un changement de perception sur ce qu'elle vit, donner du sens à ce qu'on vit, puis être moins dans notre tête, moins dans notre cérébral là, qui travaille, puis être beaucoup plus dans notre cœur, puis dans notre vrai essence, en fait. Fait que viens m'écrire si c'est ton cas, puis on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, parce que j'ai vraiment cette mission-là à cœur, d'amener de la compassion dans le cœur des gens. Fait que je t'invite à aller visiter mon site web, mes réseaux sociaux. Viens m'écrire en privé, c'est toujours un très grand privilège de connecter avec vous autres.
Là-dessus, on se dit à un prochain épisode, peut-être improvisé ou peut-être organisé, plus structuré que celui d'aujourd'hui. Sinon, ben, je te souhaite une magnifique journée. Salut!